Petite introduction rapidement en anglais par politesse à notre invité. Welcome everyone for this 8th meetup for Cloud Native Foundations. First of all, thank you for Google, sponsor this event, and 42. Who we are, Cloud Native Foundation Paris is an association. We are the ambassador of CNCF in France. We promote all the Cloud Native initiative, and we organize regularly event on the BTEP. Today we have David, Senior Project Manager from Google. Thanks a lot. He kindly agreed to come from Berlin for this meetup before he leaves in US to talk about Kubernetes and all the subjects around that. And thank you also, Roman, from Vente Privée, coming from Amsterdam, to talking about Linkerd, one of the components for the Cloud Native Foundation. Quick news, as you know, Containerd, coming from Docker Core Engine, joined the Cloud Native Foundations a few days before the KubeCon in Berlin. This is great information. And also this week, I guess, we have Devoxx France, and we have someone talk about Cloud Native in the 6th April. Is Jean-Christophe? Yes, I'll be there too. Okay. The last, if some people are interested to follow what happened in CNCF and all the subject, we have the Slack, slack.cncf.io, and we have now room, is France. Is empty today, but we can join and we can follow all the event in France. And also we can join all the open project in the Cloud Native. Thank you, everyone. Keep a hand to David. I am David Aronczyk. I'm a product manager on Google Container Engine, and I'm also part of the Kubernetes open source product management group. And I say it that way because we as Google are not leading Kubernetes product management at this point. We are merely a participant in the community. And that's probably our greatest achievement out of all of these things, that Kubernetes really is an open source driven project from all the various folks of the world. More than 50% of the people who contribute, or more than 50% of the commits, that come into Kubernetes come from open source, and the direction and all of the customer needs come this way. Please do ask many questions here. I use this time to gather feedback, issues, things that people are having with problems, and bring them back to the product team so that we can help prioritize. So please don't hesitate to jump in at any time. So as I mentioned, Kubernetes has really caught fire across the world. You can see here just a few of the very, very large customers that are currently using it. Pokemon Go, the first company to reach $1 billion in revenue with an app, had launched entirely on Google Container Engine. Walmart, New York Times, Ticketmaster, Concur. These are all business critical solutions that they're using Kubernetes for to roll out and deploy very, very quickly. And the reason is because of these three things down here on the left. The first is that they're able to deploy much, much more quickly. Deployments that frequently would take 3 months, 6 months, whatever, now happen 5, 10 times a day. The second is that it's extremely scalable. Kubernetes is designed to be a distributed architecture and allow you to scale up and scale down very, very quickly in response to customer demand. And the final thing is that it is open and used everywhere. It is absolutely our intent that it is not just a Google technology. It should run on AWS. It should run on Azure. It should run on IBM and all, VMware, bare metal, you name it. Kubernetes should and does run everywhere. And in particular, if you want to bridge across multiple clouds, it supports that as well. And I'll talk about some of the features that you use to do that. But overall, our mission is what you see here. We want to give everyone the power to run reliable, agile, distributed systems at scale. I see a question. You could ask a question if you're embarrassed to say it out loud. As far as the project is concerned, we're on a very, very regular schedule. We release once every 3 months. We just released Kubernetes 1.6, which is what I'll focus on today. And as you can see,
we, continue right apace, 5,000 commits, increase in contributors, our GitHub projects, and external people who are built on the project. So with all that, we have now reached Kubernetes 1.6, and I want to highlight a few of the features, most of which are new, some that have actually been around for a while, and we just haven't highlighted, and I want to highlight those for you as well. So diving right in. The first thing is around setup. Who has heard that Kubernetes is hard to set up? Raise your hand. Okay. Oh, good. Finally, people are actually admitting to it. I like that. Who has not yet set up, but wants to in the future and has no basis for judgment? Couple people. Okay. And anyone who didn't raise their hand is liars. We have heard very clearly from people that Kubernetes is hard to set up. We know that. We got it going quickly and knew that we wanted to come back and solve this. And the reason is that there's a lot of components, moving components. You need to move certs around. You need to join things in a very specific order. And we wanted to draw very clean lines between the various components of the project. Creating a Kubernetes cluster is one thing. Creating the load balancers and VMs and networks and things like that is something else. And so we spent a bunch of time in Kubernetes 1.5 and now in 1.6 to make it much, much easier to set these things up. Now, I should say this is how you build a Kubernetes cluster, but we still do highly recommend the use of third-party tools like Kops, kubeAWS, Cargo, so on and so forth, because these help provide the additional layer on top of just building your Kubernetes cluster. Things like provisioning a VM or wiring up your load balancer and things like that. So let me show you how easy it is now. We have a new tool called kubeADM. kubeADM first takes your packages. There are roughly 5 packages you install on the system. They are available in your standard repos. You type kubeADM init, and you have created a cluster. In this case, it's just the master. So you'll want to add a node very quickly. The last line here of your command is the command that you run on your first node. And now you have a 1-node cluster. So we've taken care of all the certificate joining, the permissions, all the sorts of authentication that might go on between those various things. And if you want to do something complicated like deploy and overlay network, in this case, something from Weave, you deploy it using a daemon set and it rolls out, and now all your pods can see each other. So again, we do recommend continuing to use either a third-party tool or something to provision resources and to wire things up. But as far as the core components of Kubernetes, we've taken care of a lot of that for you. All right. So now I mentioned it's not just about setting up one cluster. Where the vision of Kubernetes is going is when you start setting up multiple clusters side by side. And in this case, what we want to do is add a similar tool as kubeADM. In this case, we have kubefed. As you note, we are getting a naming scheme going. In this case, kubefed is very straightforward. It's going to look a whole lot like what you just saw. You type kubefed init. You create this, which is your federation. We're going to call it fellowship. You say where it's going to run, which is you pick one of the clusters that are already set up and running. And then you give a DNS zone name. And you need that to be routable via all the clusters. It could be a public name like this. It could be something internal, as long as all the clusters can resolve it. And then you've created it. I switch my command over, and now I'm going to add a second cluster. In this case, we'll call it Gondor, to that fellowship that I did before, and presto. Now I have 2 clusters side by side. And because I'm using this control plane, and I'll show you what this looks like in a second, I can issue a single command, a multi-cluster deployment here, and it'll automatically roll out across those various clusters. Make sense? Good. Good. All right. So now more clusters, more problems. How do I wire these clusters together, particularly when it comes to private clusters? And how do I create applications that work everywhere? And by this, I mean, one of the problems that we don't want to start introducing is having a linear cost, or worse, exponential cost, as you add more clusters. It should be less costly to add a second cluster using federation than if you just did it on your own. So the solution here is I'll show you how we silo things together.
but then also using a brand new thing in Kubernetes 1.6 around persistent volumes and dynamic storage provisioning. So this is what the federation looks like. Logically, the federation control plane actually lives inside one of the clusters, but we don't need to get into that. And with it, you're offered cross-cluster service discovery, geo-load balancing, health checks, and it's all the deployment objects that you have previously, whether or not it's a replication set, daemon set, deployment, so on and so forth. And then you might have clusters that bridge the various locations, and it supports direct peering and interconnect. So these do not have to go out over the public internet. You can directly peer them together. So on the other side, around how you issue commands to create clusters and resources that use all these together, in this case, what you do is, you use a brand new tool that we're doing, that we introduced in Kubernetes 1.6, which is dynamic storage provisioning. So to show you what this looks like, today you might create an application with a volume like this, where it says GCE persistent disk. And that works great if you're on GCE, because Kubernetes knows how to instantiate that on GCE. Great, good times. The problem is what if you're doing it on your AWS cluster because you handed it to this federation control plane? The deployment says I need a GCE PD. AWS has no idea what you're talking about, and no good. So the answer is, instead, you create your clusters, and then you have a cluster admin attach storage to those through dynamic storage provisioning. So this cluster admin talks to GCE control plane and says, I want you to create a persistent disk and attach it to GCE cluster. And then over here, you do the exact same thing. The admin cluster goes here, says, I'd like you to create a persistent volume of 1 terabyte over here. So that's a one-time command, or whenever you need more storage. And then you create, instead of saying GCE PD, you say persistent volume claim. And you say, I'd like 100 gigabytes, and I'd like it to come from that fast pool that you created there. And then when you do your deployment, each cluster doesn't know where it's living. It just knows it's supposed to grab 100 gigabytes of persistent volume. And so it's able to accomplish that. Make sense? All right. Okay, so second, cluster scaling. We are, in the endless goal to achieve more and more compute, we're working at more compute. So we are proud to announce in 1.6, we now support 5,000 nodes. And we support those 5,000 nodes at the same high level of API latency and pod scheduling that we had previously. And I should note that Pokemon Go, which reached $1 billion in revenue, was able to do it, well in. We don't talk about specific cluster size, but well within this range. So you're roughly 2.5 Pokemon Goes at minimum. All right. So now we're going to get into something more sophisticated. Now, not everyone's going to need this on day one, but there's a lot of power here, and I'm going to walk you through some of the ideas we have when it comes to more sophisticated scheduling. Today, the scheduling is very standard. You just spread it out across your entire cluster, and the pods, just basically look for any place that'll fit. However, with Kubernetes 1.6, we're introducing a lot of new scheduling concepts, and this is really where you get to take advantage of the knowledge that Google built up over 12 years of running nothing but containers. These are all things that we had to run into internally and said, oh, we better introduce this for Kubernetes, or else people are not going to be able to run the workloads that they like. So I'll walk through what these are. The first are taints and tolerations. That's two sides of the same coin. I'll explain what those are. Affinity and anti-affinity pods, forgiveness, and disruption budget. Sorry. All right, diving in. The first is taints and tolerations. So a taint is something you use to describe a node in such a way that the scheduler can take action on that behalf. And a toleration is a way to inform the scheduler what a pod should do relative to that taint. And I'll show you how this looks in just a second. An example of this is where you have specialized hardware. So the first thing is, this node over here has 2 GPUs attached. These 2 nodes have no such GPU. I create a pod. The pod needs 4 gigabytes. The scheduler has no idea where to place this pod. It'll just do it wherever it likes. So randomly it selects one of them and it picks the one with GPUs. That's fine until
I now have a pod that needs GPU. Where's it going to go? It could either fail based on how I schedule it, or worse, it could actually schedule to one of those, and that makes it very unhappy. The alternative is to use a taint. So what I'm going to do here, as you can see, I say taint. I say I want a GPU, and that's a totally arbitrary figure. It doesn't actually look for a GPU. It just looks for any key value pair that I have. And then I say prefer no schedule, which means that it's going to try not to schedule to this, but if it really runs out of space, it'll jam something there. So I attach that to the one node, and then when this comes along, the pod is going to differentially schedule to someplace that makes sense for it, because the scheduler understands that it doesn't match perfectly with the underlying taint. Then I have a pod come along, and I say, I match that exact key that I had before, GPU, and I match the same effect, prefer no schedule, and it matches up and places it properly. Make sense? Okay, so that's a very standard use case. Let me show you some others. Oftentimes, what you might want to do is have a CPU always in reserve. In this case, I'm going to apply 2 taints here and make sure that only my premium workloads get scheduled there. This third one, I'm not applying any taints. And so I have these 2 premium pods. They could actually schedule anywhere. I'm going to throw them there. But then my regular pod comes along and tries to schedule, and there's no place for it. Now, you can force these to always be here if you'd like. I'm just showing you this for effect. That make sense? An alternative is using taints to force not to, oh yeah, go ahead. Yeah, so that's a really interesting point. The first thing is rescheduler is not yet supported, so that's a problem. A rescheduler is forcibly evicting something that is sitting there and saying, I want to move it back. On the other hand, generally speaking, if you can form the scheduler a little bit so that it can make better decisions, then you can do stuff like that. The reserved instance one, maybe that's a little bit much. I understand your point. I probably wouldn't do it that way. If I was really wanted, instances in reserve, maybe I create a second node pool or something like that. That's totally separate than that. But yeah, I understand your point. So another way is to use taints to restrict anything from scheduling until it's passed some criteria. For example, let's say you want to do a security audit of a node before it's available. Let's say you want to ensure that like logging software or other auditing software has been installed before everything's ready. So in that case, I get my pod, it sits there, it can't schedule anywhere. And then while this is happening, the node starts up, it passes, a hash of the system to, in this case, CoreOS's TPM module. The TPM module says all is good. It removes the taint, and then the schedule can occur properly. And then the final one is around failing. Again, these are just examples, but maybe you have a hardware that's failing. Maybe your kernel is starting to misbehave. Who knows what? Maybe you have a network partition. Regardless of what it is, in this case, the hard drive begins to fail. The node reports back to the API server something is going wrong. I need you to stop this. First, it'll apply a taint to make sure nothing else gets scheduled. Then the node will get evicted, or the pod will get evicted, and a new pod will get scheduled to the new place. Make sense? Okay, so those are taints and tolerations. There's a lot of flexibility there. It's really when you start getting into larger fleets or heterogeneous fleets where you start running into stuff like that. Affinity and anti-affinity, this is something that a lot of people request. It's particularly relevant for things where you have clusters of quorum-based apps or other things like that. In this case, we have 3 nodes, and then I'm just going to put 2 other pods here just to take up space and show you how things might work. In this case, the user says, I want 2 pods, and I want to make sure they're not on the same node. So I'm going to use this pod anti-affinity command, annotation. And I'm going to say, I want a key of app name, and it's anything you want. And then finally, a value, in this case, quorum-based app.
I hand that to the scheduler. The scheduler says, okay, I'm going to schedule one. There's a pod. Then it's going to schedule the next one. And there's a CPU available in all three places, but it's going to differentially make sure not to be on the same one, if possible. And in this case, if a single node goes away, you can always be assured that it's not going to be on, the other pod will be on a different node. Make sense? As far as this is concerned, you can do it either at the node or the pod level, and there's lots of different flexibility. Zones, regions, whether or not it's preemptible, whether or not it has SSD, so on. And then on the pod side, it's totally up to you. You can use any key value pair you'd like. All right. Network failure. So forgiveness, again, is one of these things where as you start to get larger fleets, you start to have things like intermittent failures, network partitions. And so in this case, forgiveness lets you inform the scheduler that you should not aggressively evict nodes when possible, or a pod when possible. You should, wait a certain amount of time based on the actual pod and how long it takes to get going. So in this case, I have one 5-minute pod and one 30-minute pod. I'm going to, continually ping the API server, and then all of a sudden, if the API server fails to make communication, I'm going to, wait, and then all of a sudden it hits 5 minutes. It's going to evict one pod and create a new one, but it's going to leave that 30-minute one running until 30 minutes have elapsed, and then it's going to do the same for that. But it does it differentially based on what I've informed the system. And that's particularly important for stateful apps and things that take a long time to shut down or start up or things like that. Any questions there? I'm not seeing any questions over here. I'm sure you have them. Okay. So now cluster upgrades with stateful workloads. Again, as you start to get to larger clusters, 100, 1,000 clusters in total, the problem here is that when you do node upgrades, for example, you want to do them in bulk. And so let's say I have, 500 nodes, and I have, 25 pods for my application running on those nodes. When I do an upgrade, maybe I want to do 10% at a time. So I'll take 50 nodes offline and upgrade them and move on. The problem is those 25 pods I have totally realistically could be on those 50 nodes I grabbed. What I need to do is inform the scheduler that these are precious pods, and a minimum number of them have to be up at all times. In this case, I'll demonstrate it by showing 2 pods running side by side. And so in this case, I say evict A, and it tries to do that, and it begins to shut down A. And then I say go ahead and evict B, but the scheduler is aware of that and says, nope, I'm not going to do that yet, not time. A has not come back. Now A has come back, and it can evict B properly. Any questions there? Okay. All right, so those are some of the things we did around network scheduling, around scheduling. Now I'd like to talk to you about network policy. This is a very rich tool which really brings network security up into the container native world. And it does it through this network policy object. Now, if you were doing network security today, you might do it purely on a VM or IP basis. And in this case, let's say you have something where you have a front end that can talk to the back end, but you never have the back end talk to the front end or initiate a connection. That's very straightforward. You might do it via firewalls, what you would allow in and what you would drop. The problem is when you move to a container native world, then you have a bigger problem. What happens when you schedule 2 to the same machine? You can't block localhost, so that's going to be a problem. Or what happens if you have a second one that schedules to a different node? You would have to create a second firewall rule for that. So that's not ideal. With network policy, you have the ability to do cascading rules based on labels. So in this case, I'm going to start and say nothing can talk to anything as a general rule. That works. And then I'm going to say anything labeled green can talk to anything labeled red. And that's it. You now have network policy that is aware of your application and its deployment. That's particularly relevant because then if this gets killed for some reason, the network policy follows it around. It's just based on the label. Make sense? Yeah. Yes.
Egress is known and being worked on. Send me a note and I will send you the GitHub issue and we'll track it down. Is that okay? It's just ingress is a lot easier because the way that the system proxies as it routes through the system. There is no egress policy. Sorry. I used the term proxy. It actually does it via IP tables. The network policy. Yeah, sorry. That's exactly what I meant. So, but the implementation of it is with that network policy programs the IP tables to allow how the intercommunication can occur. That's all I meant. I'm sorry. Yes, and actually, that's an incredibly important point. Thank you. Network policy is an object that is implemented by a third party. So you need to install something. This is an area that Kubernetes really takes advantage of, having an enormous ecosystem that is filled in by all these folks. So you have Weave, you have Tigera, and folks like that who actually do the implementation of the network policy object. And you need to add that from a third party. That is exactly correct. Was there a question back there in the back? Oh, wow. A lot of network policy passion. Okay. So finally, relative to installing new applications, we're very proud around the tool Helm. This is something that the community has really gotten behind and has embraced, a new way of deploying applications. And there are, more than 50 applications out there right now hosted on Helm charts. You should go check them out. And it's think apt-get and yum, except deployed using native Kubernetes objects rather than kind of rolling it yourself. So I'll show you two examples here. Here's Datadog. They have a complex deployment in that they have a license key and they have a daemon set that rolls out across all of the pods, or all the nodes, excuse me, and they put a single pod down on each node with a single command. Then we also have a company called Sappho. They provide a dashboard that connects to all of your internal data. They have a fairly complicated deployment with multiple Tomcat servers in the front, multiple MySQL servers in the back, and then they have connectors to all of these various tools, and you deploy it like that. Make sense? All right, so what's next? What's next? Less, for large values of less. And by that, I mean, one of the key things that Kubernetes is proud of, and the Kubernetes project is proud of, is we don't have a business model. That's not something to be proud of. You're all startups, so actually have a business model. That's actually a good thing. But in this case, we really don't need to grow up or grow down, left, right, center, whatever. We just we found our niche. We found a box, which is scheduling, orchestrating containers for production use. And we want to stay in that and make that great. So we are getting near the time when we do not have to introduce a lot of new objects for every release, and where we can double down on the things that we've already done to make them great, usable, more secure, more reliable, more performant. However, that said, there's lots of stuff that we do want to work on that fits squarely into our mission. You have a set of things around GPUs, which is very powerful. And while you can already do GPUs at KubeCon, you had OpenAI on stage demonstrating over 1,000 node cluster using GPUs. There are lots more we can do around this. We're going to make some significant security investments. We have some improvements to our logging infrastructure to let you log everything across the system, cAdvisor, Heapster, and so on. We have a brand new tool called Node Problem Detector, which looks at your node for a whole series of issues that you might have come up: disk full, kernel panics, out of memory, so on and so forth. And you can attach information to that and manage your nodes in a much more elegant way. We have storage pluggability. Again, what I was referencing about not leaving our box. One of the things that's so critical about that is giving people clear interfaces
to reach out and touch, whatever storage and networking providers and things like that. Alternate runtime support contributed to the CRI. And finally, AWS IAM integration through tools like Kops. And that's it. Any other questions, comments before yes. Hi, basically questions I was too shy to ask. You can on type the fly. it in. So about federation, the way I get it, there's a master cluster and slaves. Is there any possibility? No. Sorry. Let me just hold on there just for a second. There are two things. First, I want to just make clear. The way federation works is it actually deploys a pod. And that pod looks almost the exact same as the Kube API server, which also, by the way, looks as a pod. Next time you go look at your Kubernetes cluster and look at the default namespace, there's a Kube API server running as a pod. Kubernetes runs on Kubernetes. Magic. There's a federation API master. It is deployed in a single cluster, but it is not a master-slave kind of scenario. All the clusters join to that API master, and then they get commands. And so your commands just pass through to the underlying clusters. Okay, so basically the state is where? So the state, well, that's a very interesting question. The state is in each of the clusters. And I know Okay, that so sounds... The bottom of my question is, let's say I lose a cluster, and with all the great tools, it's basically easier to spawn a new cluster than to fix one. Right. So should I bother fixing my master cluster? Well, not mine. The cluster where my pod was, or should I just promote or deploy the pod somewhere else? So in that particular case, you should spin up your new cluster. You should join it to the API master or the Federation API master. Which is gone. Oh, well, so that's a separate... Okay, so that's a separate one. If your Federation API master literally goes away, you're going to need to create a new pod. We do not, unfortunately, yet support federated API masters. Coming soon. Ish. I don't know exactly when. So, yes, you would need to recreate that in some way, recreate the state of that federated API server somehow. That said, if you were able to bring it back, the system, the federated API server, has a distributed expectation about what the workloads should be. So let's say you said, I want five pods per cluster, for example. And then one of those clusters, not the API master, goes away. You could create a new cluster and join it. And the API server is going to look at that and say, oh, actually, I'm out of spec because I just got this new cluster added and only 2 of the clusters have 5 pods. So I'm going to create 5 pods over there. So the direct answer to your question is yes, you would need a different way to create your state and distribute that state. But unfortunately, until we get to federation, we don't. Okay, and last question. Will we one day stop abusing annotation and extend specs? Wow. Look at you. I like Kubernetes. Thank you very much. It's an amazing tool. That's fine. Will we stop abusing annotations? You're going to have to talk to smarter people than me. Not that I don't have an opinion about this. I like the idea of extending specs instead of using annotations. But I am most certainly not on the technical oversight committee. You would not want me on the technical oversight committee. I think we do need an overall policy. I think we cheat a little bit and use annotations as a cheap and cheerful way to extend the API without really extending the API. That is my personal opinion. I do not have visibility into David Oppenheimer or Brian Grant or Clayton Coleman or whatever's head. And, I guess you could ask that question. Actually, I'm sure one of my fellow colleagues has written it down, and I will ask that question for you directly. You could always ask this. You don't even have to ask it now. You could ask it later. Apparently, this lives forever.
One just a general question. Is it a good idea to deploy a big monolithic application in Kubernetes? I mean, like Java, Hibernate, with a database, etc. Yes. So I specifically know of many very large applications that are deployed via Kubernetes and so on. And in fact, even if you take your monolithic application and do nothing more than drop it in a container and run it on Kubernetes, you're actually going to already see some benefit. It's highly portable. It is far more debuggable. It's much easier to log in to the node on which a container is running and attach to the running process as an external thing and introspect in there in a whole bunch of ways. You get better isolation and other things like that. So even doing that is much easier, and I would recommend it. I know you said Java. Java, how Java runs is kind of independent of that. The standard monolithic app is one that has not just Java running in it, but NTP and Redis and, some distributed state and, NFS client and blah, 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 blah. I can't tell you how many of those I've seen, but I am serious. Even just dropping that thing in a container and running it is a benefit. That said, you also mentioned database, which is very sensitive. So do think about it using stateful stats. And also, if you can avoid that being your first project, I would recommend it. Not that it's impossible. It just does require a little bit more understanding about the way the system works, and you can really only get that experience by starting and starting up a project and getting it running. But there's the long and the short of it is absolutely, I haven't seen a lot of workloads that aren't appropriate for Kubernetes. Thank you for presentation. How we can compare Kubernetes to Swarm, for example? I mean, what is the advantage of? I think it takes more time to explain, but just if you have some main points that you can give. Man, these guys, this is a tough room. So the net is that we love Docker. They're a great company. They created a ton of fantastic products, and we are very happy about that. And without question, the work that Docker did moved the entire world towards containers. They gave a great API over a very, very complicated thing. I don't know that I have a direct answer for the difference between Kubernetes and Swarm, other than I think we made a bunch of decisions around Kubernetes that really came from our experience about running these distributed systems at scale. And we think there are a set of things that are required to be in the box, and there are a set of things that are really important when it comes to how you deploy and how you separate concerns that that Swarm made in a different way. So for us, it's very important that you split the runtime and the container orchestrator. Having those two be together, we've found has a lot of problems related to it. We think it's better to have a dedicated master and a set of dedicated nodes that can only be master and nodes and have those separate namespaces. The ability to change that on the fly or, put things into different roles doesn't feel awesome. I know that they've done a lot of things around network routing and load balancing and things like that. We think that having multiple containers per pod is critical, and ensuring that all the port mapping is taken care of for you, and having an IP per pod is very important. Again, these are all problems that we ran into internally, and problems that I think the Swarm folks are going to run into in the future. So I guess my net is I don't have a direct answer for you other than every project makes its own design decisions. We made a design decision, and they made some design decisions, and we like the ones we made. Thank you. I was just curious about the log management on Kubernetes because I saw in the previous slide that the log management will change. So how does it work now? How it will change?
I just want the global overview beyond the fact you can get logs via packages you can install, like Logstash, for example. Thank you. So let me ask a quick follow-up. Do you mean logs at the Kubernetes logs or application logs? Application logs. So Kubernetes already does aggregation of your application logs. It basically logs standard out using FluentD that's in the system today. What we really wanted to do was go further than that and have the same stream apply to kubelet logs and heapster logs and all these other various things, and give you a clean API to do that, as well as make a bunch of important performance improvements. Right now, we think it's too heavyweight. Those efforts are going to land in Kubernetes 1.7 or make significant progress. Today, it's very, very easy to just attach to the log that currently sits in FluentD, and you're off and running. But we think there's some better things to do. Thank you very much for the presentation. I went to the Kubernetes community link, and I've seen there are over 30 groups for pretty much everything. Yeah. How are we supposed to get into that and contribute? Well, that's an excellent point. Everyone here, we would love you to contribute in some way. And even if you just go and file your issues or join the Slack channel, that's enough. And so that's what I would say to do first. Jump in Slack, jump in and file an issue when you have a problem. File an issue with documentation, fix documentation, which is all, open source. You could say like, hey, this doesn't make any sense to me. I'd like to, translate it to French. Regardless, there are, if you start to get into particular areas, for example, big data or AWS, or SIG apps, applications, and things like that. There are what are called SIGs, special interest groups, and you can go and join those. You can just join the email list if you'd like to ask a question. And those are people who are generally aligned towards a particular area, and they're very polite, and they'll redirect you if you join the wrong one. You should not in any way, not even I am joined to all 30. Like, I would never have any time to eat dinner if I did that. So yeah, you should really just, gravitate towards whatever is natural for you. And if it's not, like, if you don't want to join because you're concerned about, contributing, or, you're worried that you're going to say something silly or something like that, you can just jump in Slack. That's available for everyone, and you can contribute and ask your question there, and they may redirect you. But the extent to which you do have the time to go further and add to Slack, or add to a GitHub issue or provide feedback like that, you help the project enormously. Okay. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you so much. Romain, tu arrives? Je me permets une petite précision. Pour les SIG, c'est des groupes qui sont complètement ouverts. Il n'y a pas de contrainte d'accéder. Ils ont expliqué lors de la KubeCon à Berlin. C'est chaque sujet ou sous-sujet qui concerne Kubernetes que vous êtes intéressé pour donner votre avis sur la roadmap. Donc, ils se autodéfinissent un product manager. Il y a des gens qui contribuent de tout le monde. Donc, vous accédez au Slack, vous submettez vos idées, et après, il y a des réunions tous les 2 semaines. Ils se réunissent par équivalent d'un Skype, et vous participez. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de barrière, la contribution peut être que dans la vision du produit. Donc, ce n'est pas que du développement, ce n'est pas que du code. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent au niveau stockage, au niveau apps, etc., il y a tous les sujets, des groupes complètement ouverts. Il n'y a pas de contraintes, il y a une charte de respect pour accéder, mais vraiment, c'est très, très ouvert. C'est fait d'une façon pour que tout le monde puisse contribuer dans ce projet-là. Donc voilà, c'est pour...
Oui, merci, ça suffit. Parfait. Bonsoir à tous. C'était chouette. Je pense que tout le monde a plein de questions en fait à poser, mais trop de questions, on pose plus de questions. Moi j'en avais beaucoup, mais je les poserai plus tard, surtout sur la partie network policy. Moi je viens vous parler de la gestion des microservices qu'on met en place chez Vente Privée. On utilise Kubernetes, on utilise Helm et on utilise Linkerd. Juste pour info, qui connaît Linkerd? Cool. Il y en a plus que. On a fait un meet-up, Kubernetes chez Vente Privée. Il y en avait qu'un. Ça va, on travaille avec lui, donc c'est mieux. Pour me présenter, je suis lead DevOps chez Vente Privée sur un projet qui consiste à refaire tout le back-end chez Vente Privée, à savoir que Vente Privée a 15 ans, génère un trafic monstrueux. Ce qu'on voit sur le front, en fait, c'est à peu près 10% du trafic. Il y a le trafic logistique qui est assez gigantesque. Côté performance, on est sur un système très arriéré, tout sous Windows, avec du SQL Server et autres. Donc, il n'y a pas eu vraiment de il n'y a vraiment pas, il y a pas eu de décision de prise assez tôt, tout simplement parce que Vente Privée fait 20% de croissance tous les ans. Côté IT, il n'y a pas eu cette réflexion-là qui s'est faite assez. Ils l'ont pas faite, ils l'ont tout simplement pas faite. Aujourd'hui, on arrive à des limites techniques. Même en ajoutant des millions et des millions d'euros, on arrive à des limites techniques. Côté front, ça fonctionne. Côté back, pour ceux au t-shirt, donc c'est que tout va bien. À savoir, c'est qu'on a, je crois, 4 millions de connexions quotidiennes. On a les chiffres évoluent énormément, mais ça génère 4 milliards d'euros par an. On a des partenaires qui s'intègrent à Vente Privée. Vente Privée a racheté des sociétés qui veulent se connecter aux API, si elles existent, quand elles existent, et qui veulent bien se connecter aux API. C'est-à-dire que leurs API sont plus récentes que celles de Vente Privée même, alors qu'ils font un chiffre d'affaires 100 fois moins important. Donc il fallait se mettre à niveau, il fallait être cohérent. Le projet qu'on monte, en fait, c'est donc, comme je l'ai dit, c'est le redesign du back-end. On va utiliser des API en Go, du Kafka, de la Hadoop. Pour l'instant, on est en pleine phase de POC, de réinvention. On recrée beaucoup de choses, on étudie beaucoup de choses, on recrute beaucoup de monde. D'ailleurs, on recrute. Je dis rien. Il y a 300 postes ouverts, donc, mais il y a certains de l'école 42. Il y a un partenariat avec l'école 42 que vous connaissez sûrement qui se monte, qui avance. Donc, du gRPC. Pourquoi gRPC? C'est un choix de développeur assez intéressant. Je n'irai pas plus loin, je ne suis pas développeur, je suis DevOps. On doit être scalable, hautement disponible et plateforme agnostique. Aujourd'hui, on utilise Amazon. On peut utiliser Azure demain, on peut utiliser GCI. Non, on ne l'utilisera pas, mais on peut être chez nous. La fédération, par exemple, était quelque chose de très important chez Kubernetes, mais pour l'instant, on n'y est pas. Les objectifs des DevOps, en tout cas mes objectifs, c'est d'arriver à faire du CDCI sur Kubernetes, amener un tooling aux développeurs, sachant que les développeurs chez nous, c'est une structure un peu particulière. Que ce soit les développeurs front ou back, c'est une chose. Chacun est structuré différemment selon les services. C'est en pleine restructuration. Et il y a les développeurs extérieurs à qui on doit fournir des SDK. On leur fournit les SDK au fur et à mesure. Eux ont une culture différente. Chez nous, ils ont une culture .NET. Donc, il faut générer, pour se connecter aux API qu'on monte, il faut qu'on génère des clients .NET. Il faut qu'on génère des clients Java. Donc, tout ça, on utilise Protobuf, Protogène, pour ceux qui connaissent. On doit couvrir, en tout cas, l'objectif est de couvrir toute la partie, tous les déploiements. Les déploiements chez nous sont assez complexes aujourd'hui. On veut les simplifier au maximum. On veut arrêter de siloter les déploiements et que ça prenne à peu près 3 mois. Une information assez simple, c'est pour ajouter une colonne sur le front de Vente Privée, ça a pris 1 an. Donc on aimerait améliorer ça pour le coup. Ça va que je suis sur le back, je suis pas sur le front. On veut rester simple, tout à fait simple. On veut pas de dépendance à des produits commerciaux externes trop importantes. On en aura, c'est sûr. Parce que sur des systèmes comme ça, vous pouvez imaginer qu'on n'a pas Oracle et autres, mais on aura, voilà, il y a une vraie dynamique qui fait qu'on doit favoriser absolument les produits open source. C'est la directive et elle est assez simple. Côté DevOps, on veut favoriser, on veut arriver à déployer des microservices pour les déploiements eux-mêmes de microservices. On veut rester dans la même culture, en fait, pas créer une contre-culture DevOps et imposer des choses aux devs, mais prendre leur culture et l'adapter. Ça va qu'il y ait une bonne relation entre les devs et les DevOps. Mais il n'y avait pas de DevOps avant, donc... et surtout créer des environnements à la demande et des applications à la demande. Sachant qu'il y a beaucoup de sociétés qu'on intègre, on veut leur amener des SDK, mais en leur disant, voilà, on va vous monter une infra dans 3 mois et ils auront oublié. Le but, c'est de créer un environnement à la demande, Kubernetes pour le cas, où ils peuvent se connecter directement avec de la data ou pas de data,
et faire évoluer cet environnement-là avec les dernières évols, qui se mettent sur une branche GitHub, par exemple, et ils voient les évolutions, et les évolutions suivent leur environnement. Pourquoi Kubernetes? Bon, là, pour le coup, je pense que vous avez à peu près tous l'idée. Moi, je me disais que c'était totalement adapté aux microservices. La communauté est assez active. La gestion des labels, des pods et les namespaces, moi, m'intéresse énormément, en tout cas côté DevOps. Ça fait une organisation, on structure, mais c'est pas une structure. C'est une structure plate et intéressante. Elle est assez ouverte, parfois trop ouverte, et c'est fun. Chez Vente Privée, on a commencé à monter un cluster. Enfin, on a un cluster qui va arriver en prod. On utilise Tectonic, pour ceux qui connaissent. Beaucoup utilisent Tectonic. Waouh. Ok, bon choix. On utilise Rancher. Qui utilise Rancher? Ouais, il y en a un qui... Personne que... Vous utilisez des orchestrateurs autres que Kubernetes pour aller au-dessus? Non, kubectl à l'ancienne. Ok, cool. Ma vision DevOps sur Kubernetes, elle est assez simple, même si les cans sont plus trop vrais. La gestion des labels qui facilite la gestion des ressources, je tiens à ça, c'est que les labels sont sur les pods, sont sur les namespaces, sont sur les nodes. On peut avoir une gestion, il n'y a pas aujourd'hui d'interface de gestion améliorée. Enfin, je connais aucun éditeur qui a fait quelque chose de très propre et de très beau là-dessus. Enfin, très beau, on s'en fout, mais très propre, quelque chose de structuré. Donc on a décidé, nous, de gérer les labels pour l'instant avec nos outils et de se baser là-dessus. Les abstractions, kubectl, les API sont assez intéressantes. Alors, j'ai écrit ça, mais je ne suis pas super convaincu maintenant. Le principe de deployment, l'object deployment de Kubernetes, c'est user-friendly. Mais je le trouve trop user-friendly. Il nous embarque un peu trop. Moi, à mon niveau, je me suis présenté rapidement, mais moi, je viens de la finance, ou des systèmes haute disponibilité. On ne considérerait même pas déployer un service sans savoir l'état final qu'il a. Enfin, que le déploiement retourne un état correct, et pour moi, n'est pas possible si tout l'état n'est pas correct, en fait. Alors, je sais que c'est un grand débat, mais le deployment retourne un pod, ok, le pod est exécuté, mais l'applicatif dans le pod, on ne le sait pas. On ne peut pas gérer la méthode de retour du pod. Certains vont peut-être crier, c'est peut-être possible. Helm, vous connaissez tous Helm. Qui utilise Helm? Oh la vache. Ok. Qui utilise Kubernetes? Ok. Je me suis pas trompé de conf. Alors Helm... Ah, le micro. Bon, c'est pas grave. Ouais. Helm se décrit comme un gestionnaire de package pour Kubernetes. C'est en gros, en fait, vous prenez les manifestes Kubernetes et vous les templétisez. Tout simplement avec un format Go template assez intéressant. On peut faire des boucles, on peut faire des ifs, on peut faire une tonne de choses. L'avantage, c'est qu'en considérant, si on considère gérer plusieurs environnements de dev, de prod, de pré-prod, on va indiquer au pod de se connecter à telle base de données en prod et telle base de données en développement. Et on va aussi considérer qu'on peut déployer ou non un service, ce qu'on ne peut pas faire avec... on peut le faire avec un script shell, hein, pour le coup, mais on ne peut pas déployer... On dit à la prod, ne déploie jamais tel ou tel manifeste. On peut gérer une hiérarchie de values. Alors elle n'était pas très stable jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il l'est toujours pas. Il y a encore pas mal de petits soucis. En fait, il ajoute une surcouche de gestion où on gère un nom de package et le nom de package est transverse à tout le cluster. Il n'est pas référencé par rapport à namespace. Il gère des versions et autres. Il gère des versions de charts. Nous, il est intéressant. On l'a accompagné. On a codé une surcouche par rapport à Helm qu'on a appelé Go Workflow. On n'a pas été très créatif, mais qui permet en fait de contrôler l'état des pods, qui se connectent à l'API en live, en watch, et qui récupère les états en fait, qui accompagne un peu Helm, parce qu'on a eu pas mal de soucis. Un petit exemple de Helm, je vois pas du tout l'écran, mais c'est pas, je vois le mien. Un petit exemple de Helm, vous le voyez, c'est assez simple, c'est des moustaches. Le nom du chart, ça permet en fait voilà, de variabiliser ce qu'on veut. On le reporte, en fait on a un fichier template qui va définir notre application et on a des values. Les values sont soit des fichiers, soit des paramètres qu'on rentre dans le Helm init et Helm upgrade qui permettent de déployer les applicatifs. Moi ce qui me manque c'est de pouvoir par exemple s'attacher à une base de données, à une API, avoir un retour API et récupère-moi la valeur. Donc nous c'est ce qu'on a développé dans le Go Workflow. En fait on a déployé un cluster etcd
qui est notre référentiel applicatif, référentiel infra, et il récupère les valeurs et il contrôle les valeurs. Helm est assez dérangeant parce que Helm ne peut pas faire du dry run, et Helm a cette particularité-là, mais qui est une particularité liée à Helm, qui est liée à Kubernetes pour moi, il va prendre tous les objets, il va en créer, et si ça foire sur un objet, les autres restent créés. Il fait pas... Alors soit il fait un delete, soit il fait pas un delete, on ne sait pas vraiment en fait. C'est un peu curieux. Enfin, il retourne un état un peu trop simple, c'est un peu trop simpliste. La partie la plus intéressante de Helm pour moi, c'est la gestion des hooks. On peut gérer des hooks qui sont en fait des pods, qui sont montés en tant que job, soit avant l'installation, soit après l'installation. Et je crois qu'il y a une autre méthode, qui elle est assez intéressante. Et là, pour le coup, ils ont réfléchi, c'est que le déploiement de Helm, si le hooks foire, il considère que le déploiement est faux. Mais il ne fait pas un rollback pour autant, en fait. Et le problème, c'est quand le job se lance, il le considère, enfin, il lance le job, et en fait, le job va se répéter indéfiniment, il va monter une multitude de pods. Donc en fait, si on ne contrôle pas son déploiement, à la fin, on a des millions de pods en erreur qui sont lancés, c'est un peu fâcheux. Donc, pardon ? Ça fait des smoke tests. Ouais, mais c'est pas mal. À la fin, parce que Tectonic a une UI, donc à la fin, à la fin, c'est l'UI qui plante en fait. C'est plutôt fun. Nous, on a une gestion. Enfin, on a basé notre réflexion sur la gestion du trafic, sachant que tous nos services sont en code gRPC. Et on a des frontaux. Les frontaux sont sur Kubernetes aussi. Kubernetes ne sert pas seulement au back-end, mais va être totalement. Enfin, on va rentrer par Kubernetes, sortir par Kubernetes. Et on a même pour objectif que tout soit dans Kubernetes. Et la gestion du trafic était importante. Ingress ne nous allait pas, tout simplement parce que Ingress ne peut pas faire de gRPC. Là, pour le coup, c'est un peu dommage. C'est con, parce qu'il y a plein de services qui sont en gRPC dans Kubernetes, mais Ingress lui-même, on ne peut pas faire passer de gRPC. Traffic, on ne peut pas faire de gRPC non plus. On confirme. On ne peut pas faire de gRPC avec Traffic. Toujours pas. Kong, qui est un très bon outil, on ne peut pas faire de gRPC non plus. On ne peut pas faire de HTTP2, je crois. Mais, donc, pour le coup, enfin... Et Linkerd est le seul. Et Linkerd était déjà en fait, Linkerd était déjà utilisé par nos applicatifs. Nos applicatifs utilisaient déjà Linkerd. Les développeurs qui sont arrivés connaissaient déjà Linkerd, donc ils avaient l'expérience et ils avaient une bonne vision de Linkerd. Donc pour ceux qui connaissent Linkerd, ils vont reconnaître 2-3 choses. Linkerd, c'est un reverse proxy. Bah, pour le coup, ça n'a rien de magique au départ, mais c'est un reverse proxy qui fait du service discovery, qui fait du routage dynamique. Il fait du routage dynamique par requête, ce qu'ils appellent le pair request, mais on peut adapter avec les leaders et autres, c'est assez puissant. Le load balancing est un vrai sujet. C'est aujourd'hui le load balancer, en tout cas applicatif le plus rapide. Il fait de la gestion d'erreurs et du traffic shifting, on verra ça après. Et c'est un applicatif qui est codé en Scala, si je ne me trompe pas, mais on peut connecter n'importe quel code dessus, enfin n'importe quel applicatif, étant donné que c'est juste un reverse proxy, comme le peut être NGINX. À savoir qu'ils font que du HTTP pour l'instant, mais Linkerd sort une version Linkerd TCP que j'ai hâte de tester pour le coup. C'est utilisé par Twitter au départ, Pinterest, Tumblr, et il y a une URL qui apparaît pas, c'est vraiment dommage. En fait, il y a une présentation de Monzo avec vous, il me semble, avec le CNCF. Oui, mais pas France. Il y a quelques jours, et Monzo est une banque qui se monte et qui utilise Linkerd activement. Ils participent activement. C'est assez impressionnant. Vous irez voir la vidéo sur YouTube. Ils gèrent la gestion d'erreurs, du load balancing, les retries. C'est assez hallucinant. Enfin, ils ont très peu de machines et ils gèrent le trafic d'une banque en fait. Pour le coup, pour avoir été en banque, je vous avouerai que c'est assez intéressant. Un schéma rapide, pas super beau, mais qui aide à comprendre. Comment fonctionne Linkerd ? Linkerd, on a une requête qui arrive sur un Linkerd. Elle est identifiée selon une des méthodes. Donc soit on l'identifie par le host, par l'URL, une tonne de choses. On lui donne un nom logique. Il y a une traduction, on verra ça plus tard. Là, pour le coup, c'est vrai que le schéma n'est pas super intéressant. Et on lui donne un nom concret qui correspond. Pour nous, pour Kubernetes, à un service. Il consulte l'API Kubernetes pour avoir la liste des hosts. On va voir ça juste après. Pour le coup, c'est pas très parlant. Ça, c'est une conf basique de Linkerd pour HTTP2, pour gRPC. Il a un connecteur Kubernetes, sachant qu'il a une tonne de connecteurs. Il peut, bon, je n'ai pas utilisé d'autres, mais il a pas mal de trucs. Donc, ce qu'on appelle la DTAB, en fait, c'est la table de traduction, c'est la table de routage. Ici, en fait, c'est assez simple. Tous les calls gRPC vont aller vers namespace
enfin c'est un schéma logique, mais namespace porte est le nom du service. Ce qui fait que le service foo n'appelle pas le DNS comme on l'appelle sur Kubernetes. Il va appeler Linkerd. Linkerd étant lui-même connecté à Nameerd. Nameerd est celui qui va fournir le nom. Et Nameerd consulte l'API pour connaître les services qui existent, qui sont arrivés, et s'il est constamment connecté. C'est Linkerd qui va lui dire où est bar. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pas seulement une surcouche, c'est pas seulement une feature, on n'a pas ajouté une feature, c'est que c'est lui qui va gérer la connexion de foo à bar. Et tout le principe du load balancing, de traffic shifting et autres, c'est Linkerd qui va le gérer. C'est le binaire qui va le gérer. En utilisation avancée, oui. Tu ne bypasses pas la notion de service parce que Non, tout à fait. On est d'accord. C'est en partie pour ça que le produit est assez intéressant. Là, en utilisation avancée, j'ai fait juste une des tables, mais on va voir ça après. J'ai d'autres exemples. Là où ça devient un peu plus magique encore, c'est notre utilisation en tant que DevOps. C'est qu'on va définir des routes, très simplement. Ici, on a une URL. En gros, Linkerd fait office de frontal. On a une URL avec bar, vente privée, dev.com. Et on lui dit que tout ce qui est dev.bar, dev, vente privée, bar, l'URL est à l'envers, va vers V1. C'est un fichier qui est inscrit dans une base d'ITAB, qu'on appelle d'ITAB, qui est très légère. Et Nameerd, dès qu'on va le consulter pour lui dire quel est le service, enfin, comment traduis-moi l'URL bar vente privée dev.com, on lui dit que c'est dev bar V1. Bar V1 va être, enfin, il y a une règle pour bar V1 disant que c'est un service Kubernetes bar V1. Pour le coup, ça a l'air simple. Ok, on va parler du continuous delivery. C'est comme ça, vous allez avoir un exemple. Les challenges du continuous delivery, pour nous, c'était de gérer plusieurs environnements. C'est un peu une répétition, mais gérer des environnements et les confs sur tous les clusters, sachant qu'on va logiquement faire de la fédération à plusieurs clusters. On va être multi-région. Vente privée devient européen, pas mondial, mais européen. Moi, je suis à Amsterdam, il y a des équipes à Paris, il y a un data center qui se monte à Amsterdam, donc il va falloir anticiper tout ça, gérer tout ça. Ça va être fun. Un des objectifs, c'est de créer des environnements à la demande éphémères. Tout comme on crée un pod et on détruit un pod, là on crée un environnement, on détruit un environnement. Ce que j'appelle environnement, pour nous, en tout cas dans notre base, c'est un namespace. On a utilisé le namespace comme environnement. C'est une décision, c'est assez intéressant. Un namespace, il y a plusieurs namespaces dans un cluster. Chacun partage les ressources, même si on peut les limiter, on peut les gérer. Mais pour nous, un namespace est un environnement. La dev est un namespace, l'intégration est un namespace, et chaque environnement à la demande est un namespace. Il y a des difficultés, il y a des contraintes, mais il y a beaucoup d'intérêt. Et une petite feature qui est pour moi indispensable, c'est de gérer les déploiements et de gérer les rollbacks selon un retour de métriques et de tests. On va voir une application plus tard, mais on gère les métriques. C'est-à-dire on déploie une application, on la déploie, on fait des tests, des métriques, et selon les retours de ces tests et des métriques, on automatise le retour grâce à Linkerd sur l'ancienne version. Ça peut être intéressant, ça peut être géré. Il faut gérer une grande partie de configuration. Il y a des rollbacks qui peuvent se déclencher d'une manière tout à fait logique. Sachant que vente privée, par exemple, toute la journée, on n'a quasiment aucun trafic, sauf pendant 2 heures, les ventes. Je veux dire, les gens ne se connectent pas à vente privée à midi, mais à 17h, 19h et le matin à 9h. Sachant que c'est des pics de 4000%. Les services chez vente privée, c'est des API. C'est les services, c'est un réseau de services qui va être... Aujourd'hui, on en a... C'est pas ces 3-là, hein, c'est un exemple, mais on arrive à une trentaine, à une 40. On est stateless, scalable et versionné. Chaque service est versionné. Ça, c'est une contrainte. C'est la seule contrainte qu'on donne aux devs. Pour le coup, elles ne sont pas compliquées. L'école gRPC correspond à ça. Alors, j'ai mis le schéma pour vous montrer un peu de quoi on parle et où est vraiment pas la problématique, mais c'est aussi comment est-ce qu'on va gérer. C'est-à-dire que les calls gRPC se font depuis l'externe via un proxy, mais se font aussi en interne. Le service article appelle le service opération et appelle l'authentification. D'ailleurs, l'authentification est appelée par tous les services. Donc il faut gérer les routes depuis l'extérieur et gérer les routes entre les services. C'est-à-dire que si on déploie une authentification V2, est-ce que tous les autres services sont aptes à s'authentifier sur V2? Ça, on peut le gérer dans les conf appli. C'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, on crée une branche et chacun s'attache à cette branche et ok, je suis capable de me connecter à V2. En même temps, on fait confiance aux devs. Désolé.
Mais en fait, l'intérêt en fait, de gérer ça via du trafic et via les tags et via les labels, c'est on dit que on identifie la version et on le route sur V2. Si ça ne fonctionne pas, on revient sur V1. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je montre ici comment on gère les namespaces. On gère un namespace de dev, de staging et à la demande, donc qui vont se créer au fur et à mesure. On a une convention très simple, c'est le nom du service tiré la version. Sur le nom du service, c'est... Là où Tectonic nous aide et pourquoi on utilise Tectonic, c'est que les ressources de quotas, enfin les quotas et les limites sur les ressources, que ce soit par namespace, par pod et autres, sont facilement gérables via une UI et autres. On peut vite le contrôler. Et les service accounts, c'est la gestion des accès. Est assez simple. Elle pourrait être encore plus simple. Il faut encore toucher à la conf. Il y a un peu de conf à pousser. Mais on peut gérer des accès. On peut se connecter à LDAP et dire que tel user, on lui donne un script et il peut monter son environnement à la demande. C'est assez intéressant en fait. C'est assez intéressant pour nous des devs qui sont totalement externes, qui sont soit depuis 15 ans sur .NET et qui ne savent absolument pas ce que c'est que Docker au départ. Donc là, on était loin du target. On lui crée un compte sur LDAP, on lui donne un droit sur LDAP, on lui donne un script et il a son environnement, il a tout ce qu'il faut. Pour le coup, c'est assez intéressant. Il n'est pas obligé de passer par tout un cheminement d'admin, de dev et autres. Et voilà, plus tard, on lui fournira une UI pour avoir des versions supplémentaires. Ok, un schéma plus complet pour vous montrer exactement le fonctionnement qu'on a de Linkerd. C'est en fait, on a un Linkerd. Ici, je l'ai refondé 2 fois, mais c'est un seul process. C'est juste pour la démonstration. Et, on a un ingress qui se considère comme un ingress Kubernetes, qui va lui router vers un ou plusieurs, enfin, qui va router vers un Linkerd qui est dans. On a un Linkerd par namespace. Alors, c'est pas un process, mais Linkerd a déclaré des routeurs. On a le routeur de dev qui, lui, va prendre toutes les requêtes qui sont dev.étoile. En gros, étoile.dev, pardon. Étoile.dev.venteprivé.com. Il ira, quoi qu'il arrive, vers le namespace de dev. Et c'est lui ensuite qui va traduire le article. Le article, il est défini. Donc là, on a le premier. L'ingress, il est défini là. C'est très simple. C'est domaine vente privée dev. Ce sera dev. L'avantage, c'est que ça filtre. Déjà, enfin, au niveau de Linkerd, là, ici, on filtre en fait le fait qu'on puisse accéder à un namespace ou à un autre. Ici, on redirige vers le CALES 1443. C'est juste que le process est un daemon set. Et on n'a pas à retaper sur un autre Linkerd. Ça rend les choses assez intéressantes. Ça aussi, ça amène un problème. C'est que Linkerd, s'il a un problème, tout crache. On a une rule ditable qui est donc service article, tu me rediriges vers article-100. Ça, c'est le nom du service. C'est le nom du service Kubernetes. On a un interpréteur Namerd qui, lui, va consulter une fois. Enfin, il a une table, en fait. Il a une table en mémoire. Il la conserve en mémoire. Il consulte tout le temps Kubernetes et il sait que l'article 100 correspond à ses hosts. Il lui retourne des hosts. Il lui retourne tous les hosts. En fait, c'est le service qui lui retourne tous les hosts, où sont les pods. Lui, à partir de là, il établit un contexte et il met en place des règles de load balancing et des règles de failure, de retry. Il y en a par défaut, mais après, il avance en fait avec ces règles-là. Ça rend les choses assez intéressantes en fait. Il y a une granularité au niveau de la gestion des perfs qui est assez intéressante. Les déploiements, donc un déploiement, il est assez simple chez nous en fait. Ça rend le déploiement, pour le coup, en tant que DevOps, on est assez content de ça. C'est que là, on a une conf initiale qui est simple. Article va vers le service article 100. Donc tous les flux qui vont faire article.dev quelque chose. Là, c'est du gRPC. Get article, / article. Simple. Ça va vers article 100. Quand on veut mettre à jour, on utilise Helm. Helm, bon, le upgrade MUI, c'est une installation. C'est-à-dire qu'une installation, il existe déjà, il upgrade. Avec le nom du namespace. Alors bien sûr, on lance pas la commande à chaque fois. On a un Jenkins, on a tout ce qu'il faut. Et la seule chose qui change, c'est le release tag, qui en fait va s'adapter partout sur tous les templates. Et à la fin, on a les labels qui s'adaptent en fonction de la version. On a plusieurs autres labels aussi pour savoir qui l'a demandé. Par exemple, si c'est un développeur qui a lancé un webhook, qui a lancé Jenkins, le service va se taguer avec le nom du développeur. Ça permet d'avoir une petite gestion et savoir quel développeur utilise une tonne de ressources. Et de le kicker, ouais. Mais non, mais par exemple, une chose toute bête, c'est que sur un cluster comme ça, étant donné qu'on va gérer une multitude d'applicatifs, aujourd'hui on a 3 services, on va arriver à 35 services référentiels qui vont chacun gérer 1 Tera de données quasiment. Enfin, on va arriver à un cluster assez impressionnant, c'est sûr. Et si à un moment on sait qu'il y a un dev qui n'est plus là, un dev part, c'est une chose toute bête, on utilise kubectl delete avec le label de son nom et ça delete tout ce qu'il a. Voilà. Si tu as mis le label en prod, t'es mort. Mais bon, c'est une question de gestion. C'est une question de gestion de cluster, quoi.
Donc, ouais, en fait, ce qui est intéressant, là où c'est intéressant, c'est qu'on déploie la 101, qui est donc article, c'est le nom du chart Helm. Il prend le nom, il fait la conversion et il remplace son template. Et on le déploie. On déploie juste le service en fait. On ne route rien, on ne crée pas d'ingress, on n'utilise pas ingress d'ailleurs. Et après, on a deux stratégies intéressantes que Linkerd a bien expliqué récemment sur un blog. Le blog de Linkerd est très actif et très intéressant. Il y a deux stratégies après en fait. Soit on crée soit on switch tout de suite, c'est-à-dire qu'on dit article maintenant c'est 101, ok. Soit on fait du traffic shifting, c'est-à-dire qu'en gros on utilise, ça c'est intéressant, en prod c'est un peu complexe, mais on dit que 10% du trafic va vers le 101 et 90% du trafic va vers 100. Pour ça, il faut que les services soient stateless, c'est-à-dire que si la donnée est là, il n'y a pas de communication. Et il y a une autre stratégie qui aujourd'hui, celle qu'on utilise, qui est en fait de créer une URL, donc en créant une URL, on crée une route en fait. C'est article.test, article-test, pardon. On lui affecte la route qui va vers 101. Et en gros, notre automate, il va se connecter à article-test.venteprivé.com et il va faire tous ces tests. En fait, les tests unitaires, on peut les faire là, sans avoir à les faire sur une autre plateforme, sur gérer ça. En fait, on pourrait très bien faire nos tests unitaires sur Kubernetes. On ne le fait pas aujourd'hui, mais on pourrait très bien imaginer de monter ça en prod. On monte ça en prod, on a l'infra de prod, on le teste, ça crache la prod. Mais enfin, on le fera pas en prod. Mais en fait, on crée une route, enfin, on crée un sous-domaine juste en ajoutant une ligne dans un fichier et en faisant un update sur Helm. Ça rend les choses assez intéressantes. Et j'ai pas montré il y a un monitoring, mais il est pas très beau. Donc voilà. Ensuite, ça c'est l'état final. Quand on a mis à jour sur la 101, on a toujours l'article on a l'article qui va sur 101. Et le last, en fait, c'est assez intéressant, c'est qu'on conserve une route pour l'avant-dernière version. Ça permet de faire des benchmarks et de faire des différences entre les deux. Il n'y a aucune coupure de service. Pour le coup, alléluia. Le seul à avoir fait ça, c'était Traffic jusqu'à aujourd'hui. Et une autre chose intéressante qu'on voit sur un autre schéma, les services communiquent entre eux, chez nous. Ils font des calls gRPC entre eux. Soit on fait évoluer seulement la route externe, soit on fait évoluer toutes les routes en interne. Linkerd permet, en fait, cette route-là, service article.test, elle n'est pas seulement tapée par les services au-dessus, enfin les routeurs au-dessus, mais elle est aussi tapée entre les services. Ce qui fait que tu fais évoluer ta route ou pas. Selon ta configuration, il y a une souplesse intéressante. Tu peux très bien imaginer que tes calls externes passent sur article, qui est un frontal seul, mais par contre, tu ne fais pas évoluer tes autres services, tu testes avant article, et ensuite tu bascules sur le reste. Mais une petite gestion à faire, il y a un peu d'intelligence à avoir. Oui. Tout à fait. Tu gardes tous tes services live. C'est configurable, mais on en garde 5. Mais en fait la réflexion, elle est plus simple que ça. C'est qu'un service qui n'est pas requêté, on va le laisser 10 jours et après on le détruit. Voilà. Celui qui ne l'a pas utilisé. Pas encore. Mais clairement, c'est dans les cartons. Les magic features. En fait, ça apporte un autre intérêt qui est super intéressant. C'est que tu gères toutes tes routes par des templates. Ça, c'est un service, ça, c'est un autre service, ça, c'est un autre service. C'est-à-dire que tu as une vision complète de ton routage juste sur un fichier que tu mets à jour. Qui, en fait, tu le mets à jour via une API. Tu le requêtes et tu le mets à jour via ça. Tu crées un environnement en 3 lignes, pour le coup. Moi, j'ai mis SED. Je déteste ce truc, mais c'était pour montrer qu'on faisait On remplace INT, ici, qui est le nom du namespace, donc l'environnement. On demand, qui est un nom foubar, n'importe quoi, le nom du dev. Dans le fichier là, on crée quand même le namespace. Et après, dit tab d'update, et on met à jour. Entre-temps, c'est pas en 3 lignes, c'est en 4 lignes. Il faut quand même installer les services. Sinon, ça n'a pas de sens. J'écoute. J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Est-ce qu'il a cette complexité-là? En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut router? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, à la place du nom de l'article
est-ce qu'on peut mettre un label ou un sélecteur quelconque ou un, je sais pas, Sacha, tu sais? Non, tu peux pas. Je sais qu'il y a une notion de label sélecteur dans le Nameworthy. Le Nameworthy, c'est celui qui récupère les noms. Il peut faire du label, il peut filtrer en fait. Tu peux dire ne remonte pas les services qui appartiennent à tel ou tel label. C'est intéressant. On devrait leur pousser. Pour le coup, ça serait cool. Après, ça serait cool, sauf que si tu as un label sélecteur qui t'ajoute, qui concerne 10 services, tu routes vers un des 10 services ou vers les 10 services, c'est pas de fun. Mais non. Bon, le workflow, il est assez basique, assez simple, mais ça permet de voir à ceux qui n'ont pas compris ce qu'on fait. Un push sur Git, un push ou un merge. Jenkins, il build. Il lance un webhook sur Helm. En fait, il lance pas un webhook, c'est lui qui lance Helm maintenant. On a raccourci cette partie-là. On push sur Docker Hub, bien sûr, ou sur un Docker Hub interne. Il build, il validate. Il y a Helm validate, mais qui fonctionne pas. Enfin, qui valide rien en fait. Et après, il deploy. Cette partie de déploiement-là est à changer. Confier le déploiement des services, des pods et autres à Helm. J'aime bien Helm, mais voilà. Aujourd'hui, on a le Go Workflow qui est là, qui est autour, et que c'est lui qui va gérer Helm, qui va faire les rollbacks en fonction d'eux. C'est aussi lui qui va avoir les routes. On teste la route. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on crée un service avec un petit label en plus. On teste la route et ensuite on bascule. On met à jour la route. Et là, on voit s'il y a une régression et on rollback la route. Tout ça avec un bot Slack. Et là, le schéma. Voilà. Aujourd'hui, c'est un des états de l'infra. En dehors du fait qu'on a plus. Aujourd'hui, on est sur Amazon. On peut très bien basculer ailleurs. On n'a plus de LB Amazon. Il ne nous sert plus à rien en fait. Non, mais il fonctionnait. À savoir que le ALB d'Amazon ne fonctionne pas en gRPC non plus. Donc pour le coup, ça devient lourd. Donc voilà, on a fait ces fameux ingress. Alors, la représentation est un peu risquée. On s'est dit, OK, il y a un SPAF. Mais en fait, non. Le router ingress est un daemon set présent sur toutes les machines. Logique, un daemon set. Et lui, il a sa DTAB qui va définir seulement les environnements, donc les autres linkerd. Et après, chaque linkerd a sa DTAB. En fait, la DTAB est générique, elle est pour tout le monde, mais chacun vient piocher ce qu'il veut et ce qu'il cherche. Avoir le routage interne, ça permet une chose. Donc là, c'est la répétition de tout le reste. Avoir un routage interne, ça permet quelque chose. En fait, il y a quelque chose qu'on peut voir sur Kubernetes, c'est que un service qui est ici peut très bien requêter un service d'un autre namespace. Je ne connais pas de network security ou autre qui fait que le product.build aille taper dans kubesystem. Ce qui fait qu'en gros, si tu ne connais pas les impacts d'une appli que tu déploies une appli, elle va chercher dans kubesystem, elle tape dedans et elle pète ton API, tu pètes ton cluster. C'est un peu risqué. Bon, là, elle peut toujours le faire, mais tu limites le truc en générant et en imposant une route, en fait. C'est vrai que ça va être intéressant de gérer des labels là aussi. C'est-à-dire que sur ton applicatif, tu gères un label avec une version, en fait, tu déploies des groupes de versions. Donc le fonctionnement est là, est simple. Ça, c'est la partie qu'on a déjà vue. Ça, c'est un peu plus explicite. C'est l'API. Helm se connecte à l'API. La Nameworthy API. Et tout ça fonctionne ensemble. Les 10 tabs sont dans une base. Quel format d'ailleurs? Alors, mémoire, enfin, c'est une base. Ici, c'est nos deux petits objets en plus. On a APA. C'est un personnage de dessin animé, je connais pas. C'est un dev qui a pété un câble. Et Go Workflow, donc qui gère en fait le workflow. APA est un bot Slack qui permet d'avoir. On utilise les actions Slack pour que, en gros, le dev il déploie son service et ça lui propose de router article vers son service et on lui propose même de gérer les flux en fait, de dire ouais. Hop, excuse-moi. Ils sont stockés dans Kubernetes. C'est un réplica set. Je sais pas pourquoi ils ont fait un réplica set. Non, c'est un replication controller, c'est un RC. Nameworthy. Ouais. On fait oui, après, ouais, je l'ai pas fait évoluer, mais. Il n'y a pas de contre-indication et l'énorme avantage, c'est que ton Nameworthy, tu le requêtes pas en tant que service, mais tu le requêtes en tant que localhost aussi. Tu peux l'embarquer en sidekick. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait d'ailleurs, parce que le nombre de requêtes entre Linkerd et Nameworthy est assez volumineux. Linkerd ne garde pas un contexte en cache, ce qui est plutôt intéressant en fait, mais il ne garde pas un contexte en cache et c'est Nameworthy qui garde le cache, donc il le requête à chaque requête en fait.
Donc si tu as un cluster qui fait du temps réel avec 1 million de requêtes secondes, tu as quand même 1 million de requêtes secondes entre le service Linkerd et le service Nameerd. Et 1 million sur toute la route. Bon, après, il faut avoir le cluster qui tient. Bon, ça c'est le path complet. Bon, c'est ce que j'ai décrit avant. GitHub, Jenkins. Ici, c'est le référentiel etcd. Enfin, c'est la partie qu'on a ajoutée, en fait, qu'on a codée, qui va en fait s'assurer que le déploiement est bon. Il va contrôler l'état du pod. On sait déterminer si un pod est bien démarré. En gros, code retour dans le sysout, on fait un peu comme on veut. Et ici, c'est le bot Slack. Voilà. Merci Romain.